Bienvenue à cette discussion approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un problème fréquent et parfois un peu déroutant en soins critiques, la thrombopénie. C'est ça, quand le nombre de plaquettes dans le sang devient trop bas. Effectivement, c'est une anomalie qu'on voit vraiment très souvent en réanimation et c'est crucial de bien la comprendre. Pourquoi ? Parce qu'elle peut signaler des choses très différentes. Un risque de saignement, bien sûr, ça c'est l'évidence, mais aussi, et c'est là que ça devient plus complexe, un risque de caillot, de thrombose, paradoxalement. Alors, pour explorer ça, on va s'appuyer sur des extraits d'un chapitre de référence en médecine intensive réanimation, le chapitre 63. Notre mission, si on peut dire, c'est d'en extraire l'essentiel. C'est quoi exactement une thrombopénie ? Comment on la diagnostique ? Quelles sont les causes principales qui nous préoccupent en réa ? Et quelle est l'approche initiale ? Oui, on va tenter de clarifier tout ça en se fiant vraiment aux informations de ces documents. Et pour que ce soit concret, les sources donnent un exemple. Une patiente, 47 ans, admise pour un choc septique à cause d'une pyélonéphrite, une affection urinaire haute. Et puis, brutalement, elle développe des taches violacées, des zones un peu rouges sombres aux extrémités, et son taux de plaquettes, hop, il plonge à 45 gigas par litre. Ça, c'est typiquement le genre de situation qui demande une analyse rapide et méthodique. D'accord. Alors, commençons par les bases. C'est quoi la définition d'une thrombopénie d'après ce chapitre ? Alors, la définition classique, c'est un taux de plaquettes qui passe sous la barre des 150 gigas par litre, donc 150 x 10 puissance 9 litres. Mais attention, un point important qui est souligné, c'est qu'une chute rapide des plaquettes, même si le chiffre reste au-dessus de 150, c'est aussi un vrai signal d'alarme. Par exemple, si on passe de 400 à 200 GL en seulement 24 heures, ça c'est pathologique, ce n'est pas normal. Et comment on voit qu'il y a un problème ? Est-ce que ça se manifeste toujours de façon évidente ? Pas forcément non. Elle peut être découverte sur une prise de sang sans aucun symptôme, asymptomatique. Mais le risque principal, bien sûr, c'est l'hémorragie. Les signes cliniques qui sont décrits sont assez variés. On a d'abord au niveau de la peau, on parle de purpura, ça peut être des pétéchies, vous savez, ces tout petits points rouges, ou alors des ecchymoses, les bleus, quoi. Dans les formes graves, ça peut même aller jusqu'à la nécrose, la mort des tissus. Ah oui, quand même. Oui. Et puis au niveau des muqueuses, un signe d'alerte important qui est mentionné, ce sont les bulles hémorragiques dans la bouche. Ça, faut vraiment y faire attention. Et enfin, bien sûr, il y a les hémorragies internes qui touchent les organes, saignements digestifs, urinaires, ou le plus redouté, évidemment, les hémorragies cérébrales. Est-ce qu'il y a un seuil de plaquettes qui est considéré comme particulièrement dangereux ? Oui, les documents indiquent qu'en dessous de 20 GL, là, on considère la thrombopénie comme grave. Le risque de saignement spontané, c'est-à-dire sans traumatisme, sans cause évidente, il augmente alors nettement. Et les hémorragies cérébrales spontanées, heureusement c'est rare, mais elles surviennent surtout quand on est en dessous de 10 GL. D'accord. Donc les signes de gravité qu'il faut rechercher activement, c'est un purpura très étendu, surtout s'il est nécrotique, ces fameuses bulles dans la bouche, des signes qui font suspecter une hypertension intracrânienne, et bien sûr un chiffre de plaquettes sous les 20 GL. Ok, donc le risque est évident, c'est le saignement, mais vous avez parlé d'un paradoxe au tout début. Exactement, et c'est là où ça devient vraiment contre-intuitif et crucial à comprendre en réa. Certaines causes de thrombopénie, bien qu'elles fassent chuter les plaquettes, sont en fait associées à un risque augmenté de thrombose, de formation de caillots. Ah bon ? Oui, c'est le cas pour la CVD, la coagulation intravasculaire disséminée, surtout quand elle est déclenchée par un sepse. D'ailleurs, une nuance intéressante, dans la CVD liée au sepsis, les saignements sont souvent plus tardifs que dans d'autres types de CVD. D'accord. C'est aussi le cas de la TIH, la thrombopénie induite par les paréines, Oui. des MAT, les microangiopathies thrombotiques, et puis du SAPL, le syndrome des antiphospholipides. Fascinant ce paradoxe où moins de plaquettes peut en fait signifier plus de caillots. C'est vrai que c'est ça. contre-intuitif. Mais avant de décortiquer ces mécanismes, une étape pratique essentielle qui est soulevée dans les sources, comment être sûr qu'on ne passe pas à côté d'une fausse alerte, une fausse thrombopénie ? Très bonne remarque, oui. C'est indispensable d'éliminer ce qu'on appelle une fausse thrombopénie ou une pseudo-thrombopénie. En fait, c'est un artefact de laboratoire. C'est pas une vraie baisse dans le sang du patient. Les plaquettes, elles s'agglutinent dans le tube de prélèvement et c'est souvent lié à l'anticoagulant standard qu'on utilise, les DTA.
Ah d'accord. Donc la recommandation est claire, si on découvre une thrombopénie qui est isolée, sans autres anomalies sur la prise de sang et sans symptômes particuliers chez le patient, il faut absolument refaire la numération, mais sur un tube différent, un tube qui contient du citrate comme anticoagulant, pour confirmer que la baisse est bien réelle. D'accord, très clair. Bon, admettons que la thrombopénie est confirmée ou alors très probable cliniquement. Quels examens faut-il lancer en urgence pour y voir plus clair ? Alors ça va dépendre du tableau clinique évidemment, mais l'idée générale c'est de confirmer le chiffre si besoin, avec le tube citrate donc, et surtout de trouver la cause. Pour ça, on va s'orienter avec des bilans ciblés. Par exemple, un bilan pour évaluer la coagulation globale et chercher une CIVD. On regarde notamment le TP, le taux de prothrombine, le TCA, le fibrinogène, les dédimères qui sont des produits de dégradation des caillots, parfois le facteur 5 ou l'antithrombine. Ça c'est pour la CIVD. Ok. Ensuite, si on a aussi une anémie, une baisse des globules rouges en même temps, il faut un bilan d'hémolyse pour voir si les globules rouges sont détruits. On dose par exemple l'aptoglobine, la LDH, la lactate déshydrogénase, une enzyme qui est libérée quand les cellules sont abîmées, et surtout, on demande un examen du sang au microscope, un frottis sanguin. Pour chercher quoi sur le frottis ? Pour chercher des schizocytes. Ce sont des fragments de globules rouges, un signe très typique des MAT, les microangiopathies thrombotiques. D'accord, schizocytes. Voilà. Ensuite, il y a le myélogramme, l'analyse d'un échantillon de moelle osseuse. Les sources précisent bien que ce n'est pas systématique en réanimation si la cause semble évidente, mais ça reste l'examen clé pour savoir si le problème vient de l'usine, la moelle, qui ne produit pas assez de plaquettes, donc une origine centrale, ou si ça vient de l'extérieur, elles sont détruites ou consommées trop vite, une origine périphérique. Logique. Et puis enfin, il y a des tests très spécifiques si on a une forte suspicion clinique. La recherche d'anticorps, anti-PF4, PF4 pour facteur plaquettaire 4 si on suspecte une TIH. D'ailleurs, cette suspicion est souvent guidée par un score de probabilité, le score 4T. On peut aussi chercher des anticorps antiphospholipides pour le SAPL ou des anti-HPA1 si on pense à un purpura après une transfusion. Et pour rechercher les complications, comme les saignements dont vous parliez tout à l'heure ? Ah oui, il faut activement chercher des signes d'hémorragie, même cachés. C'est important. Et si le patient présente des signes neurologiques, même subtils, une confusion, des maux de tête inhabituels, un déficit moteur ou sensitif, là, un scanner cérébral s'impose rapidement. L'objectif, c'est d'écarter une hémorragie dans le cerveau. C'est une complication potentiellement dévastatrice, donc on ne prend pas de risque. On imagine bien. Si on reprend notre patiente en choc septique, l'apparition de signes cutanés étendus justifie déjà une vigilance accrue, j'imagine. Absolument, c'est déjà un signe d'alerte majeure. D'accord. Maintenant, essayons de comprendre le pourquoi. Quels sont les grands mécanismes qui peuvent faire chuter les plaquettes, d'après nos sources ? Alors, les documents les classent en, on peut dire, 3 grandes catégories logiques. Premièrement, les causes centrales. Là, c'est un défaut de production. L'usine à plaquettes, la moelle osseuse, ne fonctionne pas bien. Ça peut être dû à des chimiothérapies, certains médicaments, on a cité les antibiotiques, les antiépileptiques, l'alcoolisme chronique, certaines infections comme le VIH, la tuberculose, le parvovirus B19, des carences en vitamines, folate B9, vitamine B12, ou des maladies qui envahissent ou détruisent la moelle elle-même, les leucémies, les aplasies médulaires. Et il y a aussi le syndrome d'activation macrophagique, le SAM. Ok, ça c'est pour le défaut de production. Deuxièmement, les causes périphériques. Là, les plaquettes sont produites normalement, mais elles sont détruites ou consommées de façon excessive une fois dans la circulation sanguine. Et ça, c'est extrêmement fréquent en réanimation. Le sepsis et le choc septique sont vraiment en première ligne. Mais on a aussi les gros traumatismes, la chirurgie lourde, la fameuse CIVD, les MATE dans une forme particulière chez la femme enceinte, le LLP syndrome, la TIH, des réactions immunoallergiques à des médicaments, le PTI, purpura thrombopénique immunologique, des réactions après transfusion, le purpura post-transfusionnel, ou encore l'utilisation d'une circulation extracorporelle, la CEC, comme en chirurgie cardiaque. D'accord, beaucoup de causes périphériques possibles en réa. Oui. Et troisièmement, il y a les troubles de la distribution. Là, les plaquettes existent, mais elles sont en quelque sorte piégées quelque part. C'est surtout le cas quand la rate est très grosse, ce qu'on appelle une splénomégalie. On voit ça par exemple chez un patient qui a une cirrhose. La rate séquestre les plaquettes. Il y a aussi la dilution. Si on perfuse d'énormes volumes de liquide de remplissage sans donner de plaquettes en même temps, eh bien leur concentration dans le sang diminue
mécaniquement. Logique aussi. Parmi toutes ces causes, quelles sont celles qui inquiètent le plus ou qu'on rencontre le plus souvent en réanimation d'après le texte ? Clairement, la CIVD, la TLIH et les MAT sont vraiment mises en avant comme des urgences diagnostiques et thérapeutiques. Il faut y penser vite et bien. Ce sont des diagnostics à ne pas manquer. Le sepsis, lui, est une cause majeure et très fréquente de thrombopénie, souvent d'ailleurs via plusieurs mécanismes à la fois. L'inflammation, l'activation de la coagulation, la destruction immunitaire, c'est souvent intriqué. D'accord. D'ailleurs, une précision utile des sources, ce n'est pas parce qu'un patient en sepsis a une thrombopénie qu'il a forcément une CIVD. Parfois, la thrombopénie peut être isolée sans les autres signes de CIVD. C'est une nuance importante. Oui. Alors, si on plonge un peu plus dans ces 3 causes critiques, qui sont bien détaillées dans le texte, d'abord, la THI, thrombopénie induite par l'héparine. Il faut bien distinguer 2 types. Le type 1, il n'est pas grave, il est précoce, il arrive en moins de 5 jours, la baisse des plaquettes est modérée, il n'y a pas de symptômes, et surtout, pas besoin d'arrêter l'héparine. C'est non immunologique. Le type 2, par contre, c'est une toute autre histoire. C'est immunologique, ça survient typiquement entre 5 et 21 jours après le début de l'héparine, ou même plutôt si le patient en a déjà eu récemment, il peut être déjà sensibilisé. D'accord. Et là, c'est une urgence absolue. Parce que le risque majeur, et c'est ça le paradoxe, c'est la thrombose, la formation de caillots artériels ou veineux qui survient dans environ la moitié des cas de THI type 2. Attendez, vous confirmez sain. On a moins de plaquettes, mais un risque majeur de caillots. C'est vraiment le monde à l'envers. Exactement, c'est le grand paradoxe de la TIH type 2. C'est pour ça que c'est si dangereux. Le mécanisme, en gros, des anticorps se forment contre un complexe entre l'héparine et une protéine des plaquettes, le PF4, facteur plaquettaire 4. Et ces anticorps, au lieu de juste détruire les plaquettes, ils vont en fait les activer massivement, ce qui favorise les thromboses. Le risque est plus grand avec l'héparine non fractionnée, l'HNF. Comment on la suspecte alors ? On utilise un score clinique, le score 4T. Il évalue 4 choses. La profondeur de la thrombopénie, le timing d'apparition, le délai par rapport à l'héparine, la présence ou non de thrombose et l'absence d'autres causes évidentes de thrombopénie. Si ce score est élevé, ça renforce la suspicion et on lance la recherche biologique des anticorps anti-PF4. Et si on suspecte fortement, qu'est-ce qu'on fait immédiatement ? La conduite à tenir est immédiate et radicale. Arrêt de toute forme d'héparine, même les petites doses utilisées pour rincer les cathéters, les héparines de bas poids moléculaire, tout. Et il faut la remplacer immédiatement par un autre anticoagulant qui n'a pas ce risque. On utilise le danaparoïde, Organa, ou l'argatrombane, Arganova, notamment si le patient a une insuffisance rénale. Et s'il y a déjà une thrombose associée, on met cet autre anticoagulant à dose curative, pas juste préventive. Donc oui, on traite une thrombopénie en donnant un autre anticoagulant. C'est vraiment un cas à part. Tout à fait. Les sources mentionnent un cas clinique tic-tac qui illustre bien cette démarche et les erreurs à ne pas faire. Impressionnant. Et la CIVD, alors la coagulation intravasculaire disséminée ? Alors, la CIVD, il faut la voir comme une sorte d'activation explosive et généralisée de la coagulation, mais partout dans les petits vaisseaux sanguins. Les causes principales, on l'a dit, c'est le sepsis qui en est responsable dans 30 à 40% des cas de CIVD, les polytraumatismes majeurs, certaines complications hémorragiques de l'accouchement et aussi certains cancers. Il y a une forme de leucémie aiguë, la lame 3, qui est une urgence hémorragique majeure à cause d'une CIVD fulminante. Comment ça se déclenche ? Le processus démarre souvent quand une substance procoagulante, le facteur tissulaire, est exposée massivement dans la circulation. Ça lance toute la cascade de coagulation. Ça forme plein de micro-caillots partout. Et c'est ça qui consomme les plaquettes et les facteurs de coagulation, d'où la thrombopénie et le risque de saignement. Et un détail important dans le sepsis, le système qui normalement dissout les caillots, qu'on appelle la fibrinolyse, est souvent bloqué, inhibé, ce qui tend à aggraver les thromboses microvasculaires. Et le diagnostic, il repose sur quoi ? Sur une combinaison d'indices biologiques. Les plaquettes sont basses, le TP est allongé, le temps de coagulation, les dédimères sont très élevés, signe qu'il y a eu formation et dégradation de caillots, et le fibrinogène est souvent bas, car il est consommé, mais attention, il y a un piège classique dans le sepsis. Le fibrinogène peut être normal, voire élevé au début. Ah oui, pourquoi ? Parce que c'est aussi une protéine de l'inflammation, donc l'inflammation du sepsis peut le faire augmenter, masquant sa consommation par la CIVD. C'est une nuance importante. D'accord. Et le traitement de la CIVD ? Le traitement, c'est d'abord et avant tout traiter la cause, l'infection, le traumatisme, etc. C'est ça le plus important.
Le support par transfusion plasma frais congelé, PFC, pour amener des facteurs de coagulation, concentré de fibrinogène si besoin, et plaquette n'est généralement indiqué que si le patient saigne activement ou s'il doit avoir un geste invasif à risque hémorragique. On ne transfuse pas sur des chiffres isolés sans saignement. Bien noter ce point sur le fibrinogène dans le sepsis, c'est une nuance importante. Et la dernière urgence, les MAT. Microangiopathie thrombotique. Oui, les MAT, C'est un groupe de maladies, mais le point commun, c'est la formation de caillots dans les tout petits vaisseaux, la microcirculation. Ça donne une triade biologique assez caractéristique qui est décrite dans les sources. Premièrement, une anémie hémolytique dite mécanique. Mécanique. Oui, ça veut dire que les globules rouges se cassent physiquement en passant dans ces petits vaisseaux qui sont partiellement bouchés par les microcaillots. Et on voit ça au microscope. On trouve des fragments de globules rouges, ce sont les fameux schizocytes. Les sources disent qu'ils ont des formes bizarres, en bicorne ou en cimier de casque. D'accord. Deuxièmement, une thrombopénie, parce que les plaquettes sont consommées dans la formation de ces microcaillots. Et troisièmement, une souffrance, voire une défaillance, d'un ou plusieurs organes, souvent le rein et le cerveau, à cause du manque d'oxygène, l'ischémie, provoquée par ces bouchons. C'est lié à un déficit très sévère, l'activité est inférieure à 10%, d'une enzyme qui s'appelle ADMTS13. Sans cette enzyme, des formes anormalement longues d'une autre protéine, le facteur Willebrand, s'accumulent dans le sang. Et ces longues chaînes provoquent l'agrégation des plaquettes et la formation des microthromboses. Et cliniquement, ça donne quoi le PTT ? Cliniquement, il y a souvent de la fièvre, l'anémie hémolytique, la thrombopénie, mais ce qui domine vraiment le tableau, ce sont les signes neurologiques. Ils peuvent être très variés et surtout fluctuants. Des maux de tête intenses, une confusion, des convulsions, des déficits type AVC, parfois même un coma. L'atteinte rénale, elle, est généralement modérée dans le PTT. Et là, c'est une urgence vitale, j'imagine. Absolument. Le traitement est une urgence vitale. Ce sont les échanges plasmatiques. On remplace le plasma du patient par du plasma sain qui contient l'enzyme manquante ou qui élimine les auto-anticorps si c'est une forme auto-immune. Il faut démarrer ces échanges le plus vite possible, dès la suspicion, sans même attendre le résultat du dosage de la DMTS13 qui peut prendre du temps. Et attention, point absolument fondamental, répété dans les sources, la transfusion de plaquettes est formellement contre-indiquée dans le PTT. Contre-indiqué. Vous voulez dire que donner des plaquettes alors qu'il en manque, ça aggraverait les choses. Ça, c'est un autre point crucial à retenir. Absolument. On pense que ça jette de l'huile sur le feu, en fournissant plus de matériel, plus de plaquettes pour former de nouveaux microcaillots. C'est un piège classique et dangereux. Waouh, d'accord. Et l'autre forme de MAT ? Souvent après un épisode de diarrhée, qui peut être sanglante, c'est dû à une infection par une bactérie, une souche de colis, qui produit une toxine particulière, la chigatoxine, on parle de STEC. Et ici, contrairement au PTT, c'est l'atteinte rénale aiguë qui est vraiment au premier plan. L'insuffisance rénale est sévère. Et le traitement ? Le traitement est surtout un traitement de support. Hydratation, gestion des troubles électrolytiques et dialyse si l'insuffisance rénale est trop importante. C'est une maladie à déclaration obligatoire pour les moins de 15 ans. D'accord. PTT plutôt neuro, SHU typique plutôt rénal. C'est un bon résumé simplifié, oui. Et puis, il existe aussi un SHU dit atypique, qui est plus rare, souvent lié à des anomalies génétiques du système du complément, une partie du système immunitaire. Et enfin, il y a les MAT dites secondaires, qui sont en fait plus fréquentes en réanimation. Elles sont secondaires à d'autres maladies ou situations. Une hypertension artérielle maligne, un cancer métastatique, le VIH, certains médicaments, des chimiothérapies notamment, la grossesse avec le LP syndrome, après une greffe. Donc la démarche devant une suspicion de MAT, c'est quoi ? Si on a une anémie associée à une thrombopénie, le premier réflexe, c'est de chercher des signes d'hémolyse mécanique, faire le bilan biologique, LDH, aptoglobine, et surtout demander la recherche de schizocytes sur le frottis sanguin. Si on a des schizocytes et que la MAT est confirmée biologiquement, on dose l'activité ADAMTS13 en urgence. Le contexte clinique va beaucoup aider à orienter. Une diarrhée chez un enfant, on pense SHU typique. Des signes neurologiques majeurs et fluctuants, on pense PTT. Une cause évidente comme un médicament connu, une grossesse, un cancer, on pense MAT secondaire. Dans le doute, ou si on suspecte fortement un PTT ou un SHU atypique, la règle d'or,
c'est de débuter les échanges plasmatiques en urgence sans attendre tous les résultats. Si on revient à notre patiente en choc septique, avec ses 45 GL de plaquettes et ses signes cutanés, la CIVD semble une piste évidente vu le sepsis, mais une MAT secondaire pourrait aussi être envisagée dans ce contexte en vie. Tout à fait. Le sepsis peut lui-même être un déclencheur de MAT. Donc, la démarche diagnostique viserait à faire la part des choses. Est-ce qu'il y a des signes d'hémolyse mécanique, des schizocytes? C'est un excellent exemple de la complexité dont on parlait, où les causes peuvent s'intriquer en réanimation. On peut avoir une CIVD et une MAT associées au sepsis. D'accord, une question très pratique maintenant, qui doit se poser constamment sur le terrain. Quand faut-il finalement transfuser des plaquettes? Quelles sont les recommandations issues de ces sources? Oui, la transfusion de plaquettes, ce n'est vraiment pas un geste anodin, ni automatique. C'est une décision médicale importante. L'indication dépend du chiffre, bien sûr, mais aussi et surtout du contexte clinique. Est-ce que le patient saigne activement? Est-ce qu'on prévoit un geste invasif qui risque de le faire saigner? Les seuils qui sont recommandés en France par la Haute Autorité de Santé, HAS, et qui sont cités dans le texte pour une transfusion dite prophylactique, c'est-à-dire en prévention, sans saignement actif, sont assez clairs. En dessous de 20 G-Chil, on transfuse quasi systématiquement. Le risque de saignement spontané est jugé trop élevé à ce niveau. 20 G-Chil, ok. En dessous de 50 G-Chil, on transfuse si on prévoit une chirurgie ou un geste invasif qui présente un risque hémorragique significatif. Par exemple, la pose d'un drain thoracique, une ponction lombaire. 50 G-Chil avant un geste invasif. C'est ça. Et même en dessous de 100 GL, là c'est réservé aux situations à très haut risque hémorragique. Typiquement une opération du cerveau, neurochirurgie, une chirurgie complexe de l'œil ou la prise en charge d'un traumatisme crânien grave. 100 GL pour le très haut risque, comme la neurochirurgie. D'accord. Et en dehors de ces seuils stricts pour la prophylaxie? Oui, la transfusion peut aussi se discuter à des seuils plus élevés. Au cas par cas, si le patient a un saignement actif important ou bien s'il prend des médicaments qui empêchent ses propres plaquettes de bien fonctionner, comme les antiagrégants plaquettaires. Mais il faut toujours peser le bénéfice attendu face au risque potentiel de la transfusion. Ce n'est pas anodin. Quels sont ces risques? Il y a le risque d'alloimmunisation. Le patient peut fabriquer des anticorps contre les plaquettes qu'il reçoit, ce qui peut rendre les transfusions suivantes moins efficaces, voire inefficaces. Il y a les réactions allergiques, la surcharge en volume, surtout chez les patients cardiaques ou rénaux, et un risque infectieux résiduel, même s'il est devenu extrêmement faible aujourd'hui avec les tests de dépistage. Et, on ne le répétera jamais assez, parce que c'est vraiment martelé dans les sources, la transfusion de plaquettes peut être délétère. Elle peut faire plus de mal que de bien dans certaines situations très précises. Comme lesquels? On l'a dit, elle peut potentiellement aggraver une CIVD liée à un choc septique, et surtout elle est formellement contre-indiquée dans les MAT, comme le PTT. Ça, c'est vraiment un message clé à retenir. Message reçu. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, la thrombopénie en réanimation, c'est clair, c'est fréquent, ça peut être grave, et les causes sont vraiment multiples. Le diagnostic, ça demande de la méthode. D'abord, vérifier que ce n'est pas une fausse baisse sur le tube DTA. Ensuite, bien repérer les signes cliniques d'alerte, de gravité. Et enfin, lancer les bons examens biologiques, la coagulation, l'hémolyse. C'est tout à fait ça. Et surtout, il faut avoir des sortes de réflexes pour identifier rapidement les situations d'urgence qui nécessitent une prise en charge spécifique et rapide. La CIVD, la TIH et son fameux risque thrombotique paradoxal et les MAT, chacune de ces situations demande une réponse adaptée et parfois très différente des autres. Et cette décision de transfuser ou non des plaquettes, eh bien, elle doit être mûrement réfléchie au cas par cas. Il faut vraiment garder en tête qu'elle peut être délétère dans certaines conditions, notamment les MAT comme le PTT. Ce n'est pas toujours la bonne réponse. Une difficulté supplémentaire, comme on l'a un peu effleuré avec notre exemple de patiente, c'est qu'en réanimation, souvent, les causes ne sont pas uniques. Elles s'additionnent ou s'influencent mutuellement chez un même patient malade. Exactement, c'est ce qui rend la prise en charge parfois si complexe. Les mécanismes sont souvent intriqués. Le sepsis peut donner une thrombopénie par inflammation, par CVD, par MAT secondaire. Oui. Et pour ouvrir une dernière piste de réflexion, peut-être, le texte mentionne assez brièvement le PTI, le purpura thrombopénique immunologique. C'est une maladie auto-immune chronique où le corps détruit ses propres plaquettes. C'est généralement suivi en médecine interne ou en hématologie. Et ça n'arrive en réanimation qu'en cas de complications hémorragiques majeures. Mais ça soulève une question intéressante qui n'est pas directement traitée dans ces extraits, mais qui découle de cette mention. Comment est-ce qu'on aborde une thrombopénie quand c'est une maladie chronique, connue, comme le PTI, qui s'aggrave brutalement dans le contexte critique ?
par rapport à une thrombopénie qui est directement causée par la maladie aiguë elle-même, le sepsis, le traumatisme. Faire la part des choses entre la décompensation d'une maladie chronique et une cause aiguë nouvelle, et comprendre comment elles interagissent. C'est certainement un défi au quotidien pour les équipes de réanimation. C'est une réflexion pertinente pour continuer à creuser le sujet, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage et merci à nos auditeurs d'avoir suivi cette exploration de la thrombopénie en soins critiques.